Ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant comment ça se passe au-delà de nos frontières, notamment en Wallonie, avec Madame Cécile Hennefeux, qui est en charge justement chez Valbion de nous présenter le cadre réglementaire en Wallonie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, j'ai présenté peut-être un petit peu ce qu'est Valbium, parce que je me doute que beaucoup dans la salle ne connaissent pas. Tout d'abord, c'est une ASBL, donc ça signifie qu'on a une partie de membres qui sont des entreprises, des porteurs de projets, etc. Mais surtout, nous sommes subventionnés en grosse partie par la région wallonne. Alors, on a deux grosses conventions. J'en parle parce que c'est important pour la suite. Tout d'abord, on a une convention qui s'occupe plutôt de réaliser de la recherche, enfin de traduire les recherches au niveau des bioénergies et des produits biobasés, et de réaliser aussi des études technico-économiques ou des synthèses sur certaines thématiques. Et d'autre part, nous avons une convention qui s'appelle Facilitateur Bioénergie, dont l'objectif est plutôt d'aider les porteurs de projets dans leurs démarches et pour faire avancer leurs projets dans toutes les démarches administratives ou par rapport aux constructeurs. Et également apporter un avis, un conseil à tout ce qui est administration et cabinet ministériel. Donc nous traitons différents sujets liés à la biomasse. Tout d'abord tout ce qui est lié aux bioénergies, dont la biométhanisation, et alors tout ce qui est lié aux produits biobasés, à la chimie verte, etc. Au niveau de la biométhanisation, je parlerai vraiment de ce qui se passe en Wallonie. Pourquoi ? Parce que la grande majorité des législations qui s'y rapportent sont des compétences régionales. La Belgique est divisée en 3 régions. Chaque région a ses spécificités. Et c'est pourquoi la Wallonie s'occupe, c'est des compétences vraiment régionales. Alors, en Wallonie, pour vous situer un petit peu où on en est, on peut compter une quarantaine d'unités de biométhanisation. Donc, on reprend dans unités de biométhanisation aussi bien de type plutôt agricole, même si certaines vont traiter des déchets de type mix énergétique, agroalimentaire, etc., qui représentent à peu près la moitié des unités. Et ensuite, nous avons également tout ce qui est CET. Il y en a une dizaine qui utilisent leur biogaz dans une cogénération. Des stations d'épuration, il y en a 4. Et alors aussi des industries agroalimentaires et déchets organiques. Donc il y a une unité qui traite spécifiquement des déchets urbains. Les autres, c'est adossé à des entreprises type agroalimentaire. Ça représente environ 43 mégawatts électriques. On a un paysage très diversifié. Donc on a aussi bien des unités de 10 kW installées que des unités, il y en a une qui va jusqu'à 10 mégawatts installées. Il y en a quand même un certain nombre qui sont plutôt aux alentours de 1 mégawatt. En agricole, on a vraiment un peu tout le panel de puissance jusqu'à 1,5 mégawatts. En Flandre, c'est la seule chose que je dirais à propos de la Flandre, c'est qu'on peut voir qu'il y a une quarantaine d'unités installées, plus une soixantaine qui sont entre 10 et 30 kW. On a aussi la région de Bruxelles, mais étant une ville, étant plutôt ville, on n'a pas beaucoup de terre pour implanter ce type de projet. Alors, en région wallonne, on n'a pas spécifiquement de grands projets de développement comme c'est le cas en France. Donc, je vais reprendre un petit peu les différentes législations qui s'appliquent dans notre cas. Donc, tout d'abord, tout ce qui concerne le permis, donc tout ce qui est lié à l'implantation de l'unité. On a en région wallonne 2 grands types de permis. On a d'une part le permis d'environnement et d'autre part le permis d'urbanisme. Le permis d'environnement, c'est tout ce qui est lié à l'impact environnemental potentiel. Ensuite, on a le permis d'urbanisme. Là, c'est lié vraiment à tout ce qui est lié à l'urbanisme, donc la construction de bâtiments, de nouveaux bâtiments, etc. Alors, l'urbanisme, c'est quelque chose de global, tandis que dans l'environnement, on va avoir des spécificités en fonction du type d'unité. On a des rubriques. Il y en a 2 qui concernent la biométhanisation. Donc, d'une part, la 40-40-10, c'est une nouvelle rubrique qui vient d'être
créé depuis avril-mai de cette année, donc c'est tout récent. Et là, on va parler de tout ce qui est les biomatières ne constituant pas un déchet. Ensuite, on a la 90-23-15, donc c'est la rubrique un peu historique de la biométhanisation qui existe depuis plusieurs années. Et là, on va utiliser maintenant, ce sont toutes les biomatières constituant un déchet. Cette nuance de déchet ou non déchet n'existait pas auparavant, tout le monde était dans la 90-23-15. Alors, en fonction de la taille de l'unité, etc., on va avoir des classes, donc la classe 1, la classe 2 ou la classe 3. En fonction de ça, différentes obligations. La classe 3, c'est vraiment une unité de petite puissance avec très peu d'impact environnemental qui nécessite juste une déclaration. La classe 2, ça va demander un permis d'environnement à proprement parler avec tous les délivrables qui s'y rapportent. Et enfin, la classe 1 va demander également une étude un peu plus poussée sur les impacts environnementaux. Donc la classe 1 est évidemment la plus contraignante. Si on a besoin à la fois d'un permis d'environnement et d'un permis d'urbanisme, ce qui est le cas en biométhanisation, on va demander ce qu'on appelle un permis unique, donc qui regroupe en réalité ces deux permis en un seul document. Alors, il y a quand même une condition à respecter. Si on est dans la rubrique du permis d'environnement 90-23-15, il faut respecter ce qu'on appelle les conditions sectorielles. Là encore, c'est une nouveauté de cette année. Il faut savoir que ces conditions sectorielles vont définir toute une série de règlements à respecter, donc aussi bien au niveau de la gestion des digestats ou des intrants qu'au niveau de comment doit être constituée l'unité de biométhanisation, quelles sont les normes à respecter. Alors, au niveau des aides maintenant, donc il y a deux grands types d'aides. D'une part, les aides à l'investissement et d'autre part, les aides à la production. Les aides à l'investissement, on a principalement les aides UDE. Donc, ce sont des aides qui visent à développer tous les projets liés à l'amélioration énergétique et donc le développement de ce type de projet, donc de projet de biométhanisation. Il suffit, entre guillemets, de rentrer un dossier pour voir si on est éligible ou pas. Et si on est éligible, donc il est nécessaire dans ce cas-là d'être une entreprise, on peut, entreprise au sens large, on peut obtenir entre 9 et 27,5% d'aide, en fonction un petit peu de la taille de l'entreprise, etc. Une autre source d'aide potentielle, ce sont ce qu'on appelle les aides ISA, donc ce sont les aides liées à la PAC. Cependant, il y a eu un nouveau programme pour cette année, à partir de cette année, mais qui n'a pas encore été, on n'a pas encore le détail des aides prévues à l'heure actuelle. C'est exclusivement prévu pour les exploitations agricoles pour être dans l'autoconsommation énergétique à partir de l'unité de biométhanisation. Enfin, ce sont des aides prévues pour d'autres types d'investissements, mais dans le cas de la biométhanisation, c'est vraiment l'autoconsommation qui est visée. Alors l'autre chose, ce sont les aides à la production. Donc en France, vous avez le feed-in tarif. Nous sommes plutôt dans un système de quotas. Ça signifie qu'on va vendre l'électricité sur le réseau, d'un côté, et d'autre part, on va vendre ce qu'on appelle un certificat vert. Alors, ce certificat vert, comment on va savoir quel taux de certificat vert on peut obtenir par mégawattheure électrique valorisé, parce qu'on va retirer l'autoconsommation de l'unité de biométhanisation. Eh bien, on a deux facteurs qu'on va multiplier. On a tout d'abord le cas CO2. Le cas CO2 va prendre en compte, en fait, le type d'intrant, la distance d'où il provient, aussi au niveau des rendements des moteurs de cogénération, etc. On peut estimer qu'il varie entre 0,84 et 1,67 dans le meilleur des cas, mais c'est très rarement, on sait très rarement y arriver. Ensuite, on a ce qu'on appelle le cas économique, qui est fixé par un organisme qui s'appelle la COAP, et là qui est fixé à 3,5.
Alors on multiplie les deux, mais ce que je n'ai pas indiqué ici, c'est qu'on va avoir un maximum. Donc on peut obtenir, à l'heure actuelle, enfin à partir de janvier 2015, maximum deux certificats verts et demi par mégawattheure électrique net, donc autoconsommation de l'unité déduite. Alors, je n'ai pas parlé de biométhane. Pourquoi? Parce qu'en région Wallonne, on n'a pas encore de projet biométhane. Il faut savoir que la coquille législative est prévue. Maintenant, il y a encore de nombreuses questions qui sont sans réponse. Excusez-moi. En réalité, tous les tarifs, enfin le tarif qui permettrait de soutenir le biométhane va indirectement dépendre de la valorisation qu'on en fait. Mais à l'heure actuelle, pas de projet. Il y a encore certaines incertitudes au niveau des responsabilités de chacun qui va investir, au niveau de l'injection à proprement parler sur le réseau et ce genre de questions. Donc là, on attend des avancées au niveau de la région Wallonne. Enfin, donc une fois qu'on est vraiment dans l'exploitation de l'unité de biométhanisation, il y a toujours la question du digestat qui va se poser. Il faut savoir tout d'abord que tout va dépendre si on est dans un système de déchets ou non déchets. Il faut aussi prendre en compte dans la valorisation sur les terres agricoles ce qu'on appelle le taux de liaison au sol, donc c'est-à-dire la quantité maximum d'azote qu'on peut déposer sur les sols. Donc on sait que d'azote organique qu'on peut déposer sur les sols, donc chaque agriculteur va recevoir son taux de liaison au sol. Et le digestat, comme on le sait, est en partie minéralisé, mais ce n'est pas pris en compte à l'heure actuelle dans ce calcul de taux de liaison au sol. D'autre part, on a tout ce qui concerne la réglementation. Donc on est encore dans un flou juridique. On attend également des avancées parce qu'on est poussé un petit peu dans le dos au niveau de l'Union européenne. Mais notamment parce que c'est aussi des compétences qui sont à cheval entre le fédéral et le régional. Donc on a lié à l'AFSCA, donc notre agence de contrôle de l'alimentation, indirectement est concernée parce que si on met quelque chose sur le sol, on risque de le ravoir, entre guillemets, dans notre assiette à un moment ou à un autre. Et également une compétence régionale, tout ce qui est lié au sol, au certificat d'utilisation. Et là, il y a des petits problèmes de compréhension. Et alors, je sais que maintenant vous pouvez certifier votre digestat pour pouvoir le commercialiser dans d'autres secteurs. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible, c'est uniquement prévu pour le secteur professionnel en agriculture. Mais merci de votre attention. Merci à vous. Et on va vous retrouver juste après dans la première table ronde, justement. Donc on y voit un petit peu plus clair sur le cadre de référence en France, mais également en Wallonie.